Voilà, donc je vais vous parler effectivement des centres fer-soufre qu'on appelle clusters en anglais, donc qui sont des cofacteurs bio-inorganiques. Cofacteurs, Marc l'a pas vraiment rappelé, cofacteur, c'est-à-dire c'est une petite molécule qui n'est pas une protéine, mais qui va donner à la protéine à laquelle elle va s'associer une activité enzymatique. Donc ce centre fer-soufre est lié à la protéine par des liaisons entre les fers et des acides aminés de la protéine de type cystéine ou histidine. En général, ces centres fer-soufre sont impliqués dans des réactions redox qui font intervenir des transferts d'électrons. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre fonction de ces centres fer-soufre dans des réactions de sulfuration et de désulfuration non redox. Donc, je vais vous présenter en particulier des travaux récents que nous avons obtenus donc, dans le laboratoire de Marc Foncave, ici au Collège de France. Alors, le soufre est présent dans de nombreuses molécules biologiques, dans des cofacteurs organiques comme la biotine, l'acide lipoïque, la S-adénosylméthionine, également dans ces centres fer-soufre. On voit ici deux types de centres, 4 fer, 4 soufre, 2 fer, 2 soufre. Mais il est également présent dans des ribonucléosides, qui sont les constituants de l'ARN, l'acide ribonucléique. On voit ici par exemple la 4-thiouridine S4U, la 2-thiouridine S2U, qui diffère en fait par la position du soufre sur la base. Ici, la 2-thiocitidine. Le soufre est également présent dans des acides aminés, en dehors de la cystéine et de la méthionine, dans des acides aminés modifiés, comme la méthylthioaspartate, qui a été identifiée dans une protéine ribosomique impliquée donc dans la traduction. Les deux grandes questions sur la biosynthèse de ces molécules soufrées sont les suivantes. D'où vient le soufre qui est incorporé dans la molécule et quel est le mécanisme de sulfuration? Donc, j'utiliserai dans cet exposé à la fois le terme sulfuration-désulfuration ou bien thiolation-déthiolation, puisqu'en fait, le groupement SH est appelé thiol. Le soufre est présent dans la cellule essentiellement sous la forme de cystéine, car il est toxique sous la forme de sulfure. Et la première étape lors d'une réaction de sulfuration, dans la plupart des organismes, consiste à extraire le soufre de la cystéine par une enzyme appelée cystéine désulfurase, telle que ISC-S, pour former en fait un persulfure sur une des cystéines de cette enzyme. Il y a ensuite un transfert de soufre sous forme de persulfure par l'intermédiaire de protéines jusqu'à la cible qui va être sulfurée. Donc, on voit ici que pour la formation du nucléoside modifié S2U34 dans les ARNT, qui est catalysé par l'enzyme MNMA, le soufre, ici, dans la molécule, provient de la cystéine qui a été transportée dans la cellule par un système de transporteur qui s'appelle, dans ce cas, TUS, qui est constitué de la protéine TUS-A, du complexe TUS-BCD et de la protéine TUS-E. Mais le soufre, qui est sous forme de persulfure sur la cystéine désulfurase, est aussi à l'origine du soufre qui est présent dans ces centres fer-soufre. Donc, pour générer ces centres fer-soufre, que je représente aussi bien sous leur formule chimique ici que sous un forme de modèle CPK, dans lequel le soufre est représenté par une sphère jaune et le fer par une sphère orange. Donc, pour générer ce cluster, le soufre sous forme persulfure de la cystéine désulfurase doit être transporté sur une protéine appelée ISC-U, qui est une protéine scaffold, qui va permettre aussi l'assemblage du fer-soufre grâce au fer2 et à des électrons apportés par la ferridoxine. Et c'est le centre fer-soufre sur cette protéine ISC-U qui va donner le fer-soufre à sa cible, une apoprotéine, c'est-à-dire une protéine sans son soufre, pour former la protéine holo, la protéine avec son soufre, grâce aussi à l'intermédiaire de chaperone.
ces derniers temps, il y a de nombreuses études qui ont visé à déterminer, à identifier les enzymes qui sont impliquées dans la sulfuration de nombreux composés et également de comprendre leur mécanisme. Donc, il s'avère qu'en fait, il y a deux types d'enzymes fer-soufre dépendantes qui catalysent ces sulfurations. Vous avez une première catégorie d'enzymes qui sont par exemple impliquées dans la biosynthèse de la biotine ou de l'acide lipoïque, qui en fait utilisent leur centre 4-fer-4-soufre pour donner le soufre à leur substrat. On voit dans ce cas que ça donne la formation d'un centre 4-fer-3-soufre qui doit être régénéré en 4-fer-4-soufre pour que le cycle catalytique puisse continuer. Donc on voit qu'il s'agit en fait dans ce cas d'enzymes suicides et Marc en parlera dans un cours prochainement. La classe d'enzymes à laquelle je vais m'intéresser aujourd'hui a un centre 4-fer-4-soufre qui joue un autre rôle. Le centre 4-fer-4-soufre ici ne donne pas ce soufre à son substrat, mais il va au contraire accepter un soufre sur une position libre du cluster pour former un intermédiaire 4-fer-5-soufre. Et c'est le soufre de ce centre 4-fer-5-soufre qui va être donné au substrat pour former le produit. Donc ça, c'est le cas de la biosynthèse de nucléosides modifiés comme la thiocitidine ou la thioéridine, comme on va le voir tout de suite. Donc je vais, en fait, dans cet exposé, essayer de vous montrer quelles sont les méthodes expérimentales qui nous ont permis de proposer un tel mécanisme avec un intermédiaire 4-fer-5-soufre que vous voyez ici. Donc, comme je vous l'ai dit, les ARN, et en particulier les ARN de transfert, contiennent un grand nombre d'acides nucléiques modifiés. Donc, vous avez deux types de modifications. Les modifications simples, qui ont lieu dans le cœur de l'ARN, qui consistent en fait à ajouter juste une seule modification, par exemple un méthyle, ou dans notre cas qui nous intéresse ici, un soufre à une seule position du nucléoside. Donc, en général, ces modifications servent à maintenir la structure 3D de l'ARN de transfert, à assurer en fait, sa stabilité. Il y a également des modifications qu'on appelle complexes, qui consistent en fait à l'addition de plusieurs groupes sur un nucléoside. Vous voyez ici que dans ce nucléoside modifié, MCM5S2U, vous avez à la fois sulfuration de la position 2 et ajout d'un méthyle modifié ici en position 5. Donc, ces modifications complexes ont en général lieu dans les positions 34 et 37 au niveau de la boucle anticodon de l'ARN de transfert, qui est très importante dans la traduction puisqu'elle permet la reconnaissance de l'ARN messager qui apporte l'information provenant de l'ADN. Donc voilà, donc ces modifications donc en position 34 et 37 en fait assurent la bonne reconnaissance de l'ARNT par ses partenaires dans la traduction. Donc, au niveau de l'ARN de transfert, vous avez différents nucléosides modifiés en position 8, 32, 34, 37 et 54, qui sont des modifications qui sont catalysées en fait par des enzymes spécifiques, qui sont appelées TII ou bien TTUI pour la position 8, TTCA pour la position 32, MNMA chez les bactéries pour la position 34, et c'est appelé CTU1, NCS6 ou NCSA dans les archées et dans le cytosol des eucaryotes. Vous avez l'enzyme MIAB, MTAB qui catalyse la formation de ce nucléoside modifié en position 37, qui est une modification complexe. Et vous avez l'enzyme TTUA qui catalyse la formation de M5S2U en position 54. Alors, en 2004, il a été montré que des délétions dans le système ISC, donc de biogénèse des fer-soufre que je vous ai présenté tout à l'heure, entraînaient une diminution de la quantité de S2C et de MS2I6A formées. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux modifications seraient catalysées par des enzymes qui nécessitent l'assemblage du fer-soufre par le système ISC. Par contre, il a été montré que des mutations dans ce système
E-ISC ne modifie pas la quantité de nucléosides formés S4U ou MNMN5S2U. Il avait donc été proposé qu'il y avait deux voies pour la formation de ces nucléosides modifiés. Une voie fer-soufre indépendante pour la formation de MNMN5S2U S4U et une voie fer-soufre dépendante pour la formation de S2C MS2 I6A. En 2004, c'est la première fois que le gène pour une enzyme de modification a été identifié, le gène de la protéine TTCA. Il a été montré que la protéine contient en fait un motif conservé de liaison de l'ATP et un motif CXXC central. Il a été distingué deux sous-classes d'enzymes de modification selon qu'il existe un deuxième motif CXXC ou bien une cystéine conservée. En 2014, c'est la première fois que cette enzyme TTCA a été produite in vitro et caractérisée. Donc pour cela, la protéine est purifiée en présence d'oxygène, mais pour reconstituer le cluster, on est obligé d'utiliser ce système donc, de biogénèse du fer-soufre, donc qui est constitué de la cystéine de sulfurase de fer 2 et d'un réducteur, le dithiotérétol, en absence d'oxygène, donc en boîte à gants. Il a été montré que cette protéine contient 4 fer et 4 soufre, et donc qu'elle contient un 4 fer, 4 soufre, très probablement lié par ces cystéines, comme on va le voir tout de suite. Il a été montré récemment que le fer-soufre dans la bactérie Pseudomonas aeruginosa de TTCA est essentiel pour la protection contre des conditions de stress et pour la pathogénicité de cette bactérie. Donc, pour caractériser le centre fer-soufre de cette protéine, au lot après reconstitution donc du cluster, on utilise la spectroscopie UV visible et une autre spectroscopie, la spectroscopie EPR. Donc, pour la spectroscopie UV visible, en fait, on remarque ici qu'après reconstitution, il y a une bande d'absorption autour de 410 nanomètres qui signe en fait la présence de ce centre 4 fer 4 soufre. On voit cependant ici que les centres 3 fer 4 soufre ont une signature spectroscopique assez proche, mais très différente des centres 2 fer 4 soufre, pardon, de fer 2 soufre ici, excusez-moi, qui en fait ont des bandes d'absorption non seulement à 410 mais à 430, autour de 470 et parfois entre 550 et 600 nanomètres. On peut caractériser ces centres fer-soufre aussi par la RPE, donc résonance paramagnétique électronique, qui en fait va caractériser des composés qui ont un électron célibataire. Alors, les centres 2 fer 2 soufre et 4 fer 4 soufre n'ont pas de signature EPR, mais pour qu'ils en aient une, il faut les réduire. Donc, on le fait en général avec un composé qui s'appelle le dithionite, et on peut obtenir des spectres comme celui-ci, qui permettent de donner une information sur la structure du cluster. Donc vous voyez ici que la signature EPR du cluster de TTCA correspond à un 4 fer 4 soufre avec des caractéristiques G qui sont des caractéristiques de cette espèce paramagnétique de 1,9 et de 0,4. On voit qu'un centre 3 fer 4 soufre a un spectre EPR très différent, avec un facteur G qui vaut de l'ordre de 2,03. Et vous voyez que les spectres de fer, de soufre sont un peu compliqués, mais quand même assez proches de cette signature des centres 4 fer 4 soufre. Donc pour être absolument certain qu'il s'agit d'un centre 4 fer 4 soufre, en fait, on étudie également ce spectre en faisant varier la température, puisque en fait, les centres de fer de soufre et 4 fer 4 soufre ont des relaxations de spin très différents. On voit que même à 100 K
on a toujours le signal du centre de fer de soufre. Donc ça, c'est de fer de soufre encore, excusez-moi. Alors que, par contre, dès 35K, on ne voit plus le signal d'un centre 4 fer 4 soufre du fait de l'RG100 des raies. Donc cette méthode nous permet d'être certains de la composition de notre cluster, donc de fer de soufre ou 4 fer 4 soufre. Il a été montré que le cluster de TTCA est nécessaire à l'activité. Et il a été également montré que lorsqu'on mute les 3 cystéines que je vous ai montrées précédemment, en fait, il n'y a plus d'activité et que, en fait, il y a beaucoup moins de clusters liés par la protéine lorsque ces cystéines sont mutées. Donc cette expérience montrait que le cluster est très probablement lié par les 3 cystéines conservées. Donc nous avons étudié ensuite une protéine qui s'appelle TTEA, donc qui catalyse la formation de M5S2Du54, c'est-à-dire la thiolation de cette position, à une position de l'ARNT qui se trouve ici entre les boucles T et D. Une position cruciale pour l'ARNT puisqu'il permet la formation de cette structure tridimensionnelle en forme de L. Ces protéines sont présentes dans des bactéries thermophiles et dans des archées. Et cette modification permet la stabilisation à haute température des ARNT. Donc, pour étudier cette protéine, on fait la même expérience qui a été faite dans le cas de TTCA. On reconstitue le cluster dans des conditions anaérobiques en boîte à gants. On quantifie la quantité de fer et de soufre. Ici, on a 3,1 fer et 2,6 soufre par monomère. Et on fait la caractérisation spectroscopique UV visible et EPR, qui montre bien la signature d'un centre 4 fer 4 soufre dans la protéine TTUA. Pour tester l'activité catalytique, on digère l'ARNT produit en nucléosides que l'on analyse en fait par HPLC couplé à la spectrométrie de masse. Donc vous voyez ici le spectre qui montre que M5U diminue lors de la réaction, tandis que la quantité de M5S2U augmente. La quantification de M5S2U formée permet de déterminer l'activité catalytique. On voit ici que l'enzyme TTEA n'est active que lorsqu'elle a son cluster, donc sous la forme holo, en présence d'un donneur de soufre, sulfure de sodium, de magnésium et d'ATP. Nous avons réussi à cristalliser cette protéine. On voit ici une coloration brune qui indique la présence du cluster. Nous utilisons aussi un robot en boîte à gants pour obtenir les cristaux, puisque cette protéine, aussi bien sous forme en solution ou bien sous forme de cristal, est sensible à l'air et perd son cluster. Donc on effectue ensuite une expérience de diffraction des rayons X que Marc a rappelé un petit peu tout à l'heure. Donc une fois qu'on réussit à obtenir nos cristaux, on les pêche avec une boucle sous microscope. On enregistre les clichés de diffraction en général au synchrotron, donc à soleil à gif sur yvette pour nous, pour obtenir un cliché de diffraction. À partir de ce cliché de diffraction, nous avons des calculs mathématiques qui vont permettre de remonter à la densité électronique. Et il va falloir ensuite construire un modèle dans cette densité électronique. Alors, pour construire ce modèle, on a besoin de ce qu'on appelle résoudre la structure. Différentes méthodes sont possibles. Si on a une structure connue qui ressemble à la protéine qu'on étudie, on utilise la méthode qui s'appelle le remplacement moléculaire, c'est-à-dire qu'on va mettre la structure de la protéine modèle dans la densité électronique et on va ensuite modifier le modèle pour s'adapter à la densité électronique que l'on observe. Lorsqu'il n'y a pas de structure connue dans la banque de données Protein Data Bank, on est obligé d'utiliser des atomes lourds pour permettre de savoir comment construire cette densité électronique.
Donc, soit on infiltre les cristaux par des métaux lourds, soit on utilise en fait une protéine dans laquelle les méthionines sont remplacées par des sélénométhionines, où on va pouvoir, en fait, grâce au sélénium, permettre de connaître la position des séléniums et donc de tracer le modèle moléculaire dans la densité. Donc, dans le cas de TTEA, nous avons obtenu plusieurs structures. Une structure en présence d'ATP, vous voyez ici la densité électronique spécifique de l'AMP. Nous avons obtenu aussi la structure donc de la protéine HOLO qui contient son cluster 4'4 soufre. Vous voyez ici la densité électronique associée. Et vous voyez que dans cette densité, nous avons également une petite densité à côté du cluster 4'4 soufre. En fait, ce cluster 4'4 soufre n'est lié que par 3 cystéines et le 4e fer, non lié à la protéine, donc lie une petite molécule. On ne peut pas savoir la nature de cette molécule dans ce cas, mais nous avons pensé qu'il s'agirait sans doute d'un soufre, puisque lorsqu'on fait la réaction de reconstitution, on utilise en fait du sulfure de sodium. Donc on a proposé donc qu'il y a un intermédiaire ici, 4 fer, 5 soufre en fait, lors de la réaction. Donc nous avons donc proposé un mécanisme réactionnel qui est le suivant. Il y a d'abord activation de la position cible par l'ATP pour former un intermédiaire adénylé. Vous avez ensuite liaison de HS- sur le 4e fer libre du cluster. Ce groupement HS- peut attaquer ici la position 2 activée du nucléoside pour former cet intermédiaire tétraédrique. Vous avez déprotonation du groupement hydroxyle ici pour permettre le départ de l'AMP et former le nucléoside thiolé final. Donc en fait, dans ce cas, nous avons montré finalement une nouvelle fonction des clusters 4'4 soufre qui permettent de transporter le soufre pour une réaction de thiolation, de sulfuration. En parallèle de notre travail, une autre équipe de japonaise a confirmé nos résultats sur une protéine TTEA d'un autre organisme, de Thermus thermophilus. Ils ont obtenu la structure E en présence d'un analogue de l'ATP, nous on avait en présence de l'AMP, et ils ont montré que le cluster est bien lié par seulement 3 cystéines et qu'il a un site de coordination libre. Ils ont montré, comme nous, que le cluster est nécessaire pour l'activité catalytique. Donc c'était quand même intéressant que 2 équipes différentes permettent d'obtenir les mêmes résultats sur cette protéine. Dans le cas de cette protéine, donc de la bactérie Thermus thermophilus, c'est un peu différent des organismes que nous avons étudiés, qui étaient Thermotoga maritima et Pyrococcus orekoshii. Thermus thermotoga, c'est une bactérie thermophile. Pyrococcus orekoshii, c'est une archée. Dans ce cas de Thermus thermophilus, en fait, dans la cellule, il y a un système de transporteur de soufre un peu similaire à celui que j'ai présenté tout à l'heure, qui s'appelle TTUB, TTUC, TTUD. Donc, en fait, comme tout à l'heure, c'est toujours le soufre de la cystéine qui va se retrouver dans le produit. Il va d'abord avoir extraction de ce soufre de la cystéine par une cystéine désulfurase pour former un persulfure. Et ce persulfure va être donné d'abord dans un premier temps à une protéine TTUD sur une cystéine d'un de ces domaines dits rhodanèse pour former TTUD-SH. Et ensuite, ce soufre va être donné à la protéine TTUC. La protéine TTUC, elle permet en fait d'activer la glycine C-terminale
d'une protéine appelée TTUB. Et c'est cette protéine TTUB qui va être le donneur de soufre en fait, pour TTUA. En fait, vous avez ici une réaction de thiolation de ce carboxylate par l'intermédiaire de cette protéine TTUC, pour former ensuite ce TTUB-COSH, qui est l'espèce qui va permettre de donner le soufre à TTUA. Donc ce système-là de TTUB n'existe pas dans tous les organismes. Mais dans ce cas, c'est donc très intéressant de voir que c'est cette entité qui va être le donneur de soufre pour la réaction. Et récemment, la structure du complexe de TTUA, donc enzyme de modification, et de TTUB, la protéine qui va donner le soufre, a été obtenue. Alors évidemment, dans ce cas, ce n'est pas un thiocarboxylate qui a été cristallisé, enfin qui est dans la structure, c'est simplement le carboxylate de TTUB. Et les auteurs pensent que ce carboxylate va mimer le thiocarboxylate. Et on voit que la glycine C-terminale de TTUB se lie au 4-fer-4-soufre via ce carboxylate C-terminal. Donc on peut penser que dans le cas du thiocarboxylate, ce serait la même chose, c'est-à-dire que le centre 4-fer-4-soufre servirait à lier le soufre du thiocarboxylate pour permettre ensuite la réaction de thiolation. Des études de RPE ont montré que quand on compare les spectres de TTUA tout seul et de TTUA en présence de TTUB-COSH, donc le donneur de soufre, en fait, il y a une variation du spectre RPE qui suggérerait que le groupement SH de TTUB-COSH se lie au cluster. Il a donc été proposé ce mécanisme dans lequel il y a toujours activation du ribonucléoside par l'ATP pour former cet intermédiaire adénylate. Vous avez liaison du groupement SH de TTUB-COSH sur le quatrième fer du cluster non lié pour former cet intermédiaire 4-fer-4-soufre TTUB qui va pouvoir ensuite libérer sans doute le soufre pour former le 4-fer-5-soufre intermédiaire et libérer TTUB. Donc ce mécanisme n'est pas complètement démontré, mais va en fait dans le même sens que nos études, et donc montre que le 4-fer-4-soufre servirait donc à lier un groupement soufré. Donc nous avons ensuite travaillé sur une autre protéine, la protéine NCSA, qui catalyse en fait la formation de S2U en position 34, donc la même réaction que TTUA, mais à une autre position d'ARN de transfert. Et on a voulu essayer de comprendre pourquoi il y avait une différence de spécificité entre ces deux enzymes. Donc on a étudié cette protéine qui en fait avait déjà été étudiée, dont il avait été montré dans la littérature en fait qu'elle n'était pas comme TTUA et qu'elle possédait un centre 3-fer-4-soufre. Effectivement, vous voyez que dans cet article de PNAS de 2016, la protéine qui nous intéressait, qui ressemble à celle de TTUA, il avait été montré que le spectre UV visible et le spectre EPR en fait, présentaient des caractéristiques d'un centre 3-fer-4-soufre. Donc la question qui se posait, c'était est-ce que cette protéine-là possède bien un centre 3-fer-4-soufre qui permet la réaction, ou bien est-ce que c'est un 4-fer-4-soufre, comme on le pense, et est-ce que ce 3-fer-4-soufre provient en fait d'une dégradation d'un centre 4-fer-4-soufre, comme c'est connu. Donc on a donc étudié cette protéine. On a montré qu'en fait, elle possède bien un centre 4-fer-4-soufre. Vous avez ici la signature du spectre UV visible qui montre que la protéine holo après reconstitution du cluster a bien un centre 4-fer-4-soufre avec une bande d'absorption autour de 410 nanomètres. Nous avons eu du mal par contre à réduire le cluster en présence de dithionite ou de borohydrure de sodium, condition indispensable à l'étude en RPE. Néanmoins,
la protéine partiellement purifiée a permis d'obtenir ce spectre RPE qui consiste en fait en deux centres 4 fer 4 soufre différents, mais qui prouve donc l'existence de ce centre 4 fer 4 soufre. Nous avons ensuite montré, comme ça a été montré pour TTCA ou pour TTUA, que le cluster est indispensable à l'activité catalytique et qu'il faut également, donc on voit ici là, le nucléoside substrat et le nucléoside modifié sur un gel en fait APM dans lequel on a du mercure qui va permettre de retarder les composés thiolés et donc de différencier les bandes du substrat et du produit. Et donc on voit que pour que la réaction ait lieu, on a également besoin d'ATP, de magnésium et de sulfure de sodium. Nous avons réussi à obtenir aussi des cristaux de la protéine NCSA. Comme l'a dit Marc, c'est une des étapes les plus difficiles en fait, dans ce genre d'études, c'est d'obtenir des cristaux de cette protéine. Difficulté supplémentaire, c'est qu'on essaie de cristalliser ces protéines en boîte à gants. La structure a montré la présence du cluster 4 fer 4 soufre avec encore une densité électronique sur le 4e fer non lié à la protéine. Donc toujours pareil, on a 3 cystéines qui lient le cluster et on a une position libre avec une petite molécule dont on ne connaît pas la nature chimique ici. Donc cette structure en fait a été résolue par la méthode dont je vous ai parlé, qui est la méthode de remplacement moléculaire, parce que les protéines NCSA et TTUA en fait, ont 30% d'identité de séquence, qui est la limite en fait, d'homologie qui permet d'utiliser la méthode du remplacement moléculaire. Et en fait, du coup, on s'aperçoit que ces deux protéines, TTUA et NCSA, finalement, ont le même repliement. Donc c'est un peu surprenant parce que ces protéines n'agissent pas du tout sur la même position, donc on aurait pu s'attendre à avoir plus de différences. Donc on a essayé de regarder au niveau du site actif quelles étaient les différences qui permettraient finalement de comprendre la différence entre ces deux enzymes. Mais pour le moment, c'est très proche au niveau des acides aminés du site actif. Donc c'est assez difficile de voir quels résidus sont spécifiques de la thiolation, pour la thiolation de l'uridine 34 par rapport à l'uridine 54. Des études de certains résidus qui sont conservés dans les deux protéines avaient déjà été effectuées dans Thermus thermophilus. Vous voyez que les 3 cystéines qui lient le cluster donc, sont cruciales pour l'activité, que des résidus qui sont dans le motif de liaison de l'ATP également. Mais il y avait 2 résidus qui avaient été identifiés également. L'histidine 169, qui a une activité moindre, et puis surtout l'aspartate 173, qui apparaît être crucial pour l'activité. En fait, quand on regarde dans la protéine databank, quelles sont les structures les plus proches de cette structure de NCSA, on s'aperçoit en fait que la protéine la plus proche est la lysidine synthétase, qui est une protéine en fait, de modification des ARN, mais qui cible la position 34, la cytidine 34, et qui ajoute en fait une lysine. Donc ce n'est pas une réaction de thiolation, c'est une réaction d'ajout d'une lysine. Mais les structures sont assez proches, et la structure de la lysidine synthétase a été obtenue en complexe avec un ARNT. Donc on a élaboré un modèle du complexe de NCSA avec l'ARNT en superposant la structure de la lysine synthase et la structure de la protéine NCSA. Ce modèle nous permet de proposer des résidus du site catalytique qui vont pouvoir interagir avec l'uridine cible, donc ici l'uridine 34. Et on propose, nous, que l'aspartate 173, déjà identifiée dans le cas de TTUA, pourrait jouer un rôle essentiel pour la reconnaissance de l'uridine 34, tandis que l'histidine 169 pourrait permettre de retourner la base et permettre sa reconnaissance par l'enzyme. Donc cette hypothèse est en train d'être confirmée par mutagénèse dirigée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette enzyme NCSA qui catalyse
la thiolation de l'uridine en position 34 chez les archées est en fait très différente d'une autre enzyme, l'enzyme MNMA, qui catalyse la même réaction, mais chez les bactéries. Vous voyez ici la structure de la protéine MNMA en complexe avec RNT qui a été déterminée en 2006. Donc ça, c'est un exploit de déterminer la structure d'un tel complexe. D'ailleurs, la résolution est assez médiocre, du 3,5 angstrom, parce que c'est très difficile en fait, d'avoir des cristaux très bien organisés. Vous voyez que donc l'intérêt d'une telle structure de complexe permet de voir comment l'enzyme permet de reconnaître son substrat. Donc vous voyez ici que la protéine est constituée de 3 domaines qui vont enserrer en fait la boucle anticodon d'ARNT qui possède l'uridine cible en position 34. Quand on superpose avec la structure de NCSA, on voit que c'est très différent. La protéine NCSA est un dimère, tandis que la protéine MNMA est un monomère. Et en fait, vous avez une homologie des domaines seulement au niveau du domaine catalytique ici. Donc en fait, ceci se voit également au niveau des séquences. Vous voyez ici la protéine MNMA, donc c'est dans les premières lignes, la protéine NCSA dans les dernières lignes. Vous voyez ici que ce domaine catalytique contient le motif PP-loop de liaison de l'ATP est conservé, mais que vous avez donc 2 domaines additionnels dans MNMA que j'ai montré, le domaine central et bêta-barrel, tandis que pour la protéine NCSA, vous avez des extensions en N et C terminales qui contiennent en fait des motifs de liaison du zinc. Alors, en général, ces motifs permettent de lier des acides nucléiques, mais dans le cas de NCSA, on n'a pas montré encore que c'était le cas, mais il est très probable que ces domaines soient des domaines de liaison de l'ARN. Il est intéressant de noter que les cystéines, donc dans NCSA, qui lient le cluster, sont remplacées dans les protéines MNMA en fait par des cystéines ou aspartates, cystéine et cystéine, à des positions équivalentes. Donc, lorsque la structure de MNMA a été connue, il a été proposé un mécanisme catalytique qui était en accord aussi avec des expériences de mutagénèse. En fait, il y avait 3 structures du complexe enzyme-substrat qui ont été obtenues. Une structure en complexe de l'ARNT sous une forme avant activation, une forme dans laquelle l'ARNT est dans un état pré-réactionnel et une forme dans laquelle l'ARNT est adénylée. Et dans ces structures, on voit en fait que les 3 résidus, ASP99, cystéine 102 et cystéine 199, qui correspondent aux cystéines de NCSA donc, que je vous ai montré, en fait, sont très proches de l'uridine cible, l'uridine 34. Donc ce mécanisme-là a été proposé dans lequel ces 3 résidus jouent un rôle catalytique. Il a été proposé que la cystéine 199, ici, sous forme persulfure, pardon, dans une première étape, il y aurait toujours, comme pour les autres protéines, activation du nucléoside cible par l'ATP pour former cet intermédiaire adénylate. Et ensuite, c'est la cystéine 199 qui agirait en tant que nucléophile pour attaquer le carbone 2 ici de l'uridine et former cet intermédiaire tétraédrique. Il y aurait déprotonation de l'azote ici, sans doute par l'aspartate 99, pour libérer l'AMP et former cet intermédiaire ici. Et enfin, la cystéine 102, qui est au site actif, permettrait attaquerait donc le pont disulfure ici entre le nucléoside cible et la protéine pour permettre le relargage du produit et la formation de ce pont disulfure entre les 2 cystéines catalytiques. Donc ce mécanisme n'explique pas comment ensuite on régénère les 2 cystéines pour permettre un nouveau site catalytique, mais donc ce mécanisme en fait, est en accord surtout avec le fait que ces 3 résidus cystéines
aspartate 99, cystéine 102 et cystéine 199 sont dans l'entourage immédiat de l'uridine 34. Alors, en fait, en 2004, il y a eu un nouveau système de biogénèse des centres fer-soufre qui a été découvert. Non, ouais, ça c'est peut-être. Bon, excusez-moi. Ça c'est d'abord pour rappeler que donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici la synthèse de ce nucléoside modifié par MNMA, a priori, serait fer-soufre indépendante, puisque quand on délète le système ISC, on n'a pas de modification de ce nucléoside thiolé. Cependant, donc en fait, cependant, bon, c'est plus tard que je voulais en parler, mais bon. Cependant, nous avons en fait montré que quand on compare les structures de MNMA et de NCSA, les 3 résidus catalytiques de MNMA sont très proches des 3 résidus qui lient le cluster dans NCSA. Et donc, on pouvait supposer que ces 3 résidus pourraient lier également un cluster. Donc, ce qui est en contradiction donc, du coup, avec l'hypothèse que je vous ai exposée tout à l'heure, comme quoi cette voie serait fer-soufre indépendante. Donc, on a quand même testé cette hypothèse et on a montré effectivement que la protéine MNMA est capable de lier un centre 4 soufre après reconstitution du cluster. Vous voyez ici le spectre UV visible, caractéristique d'un centre 4 soufre, le spectre PR également. L'analyse en fonction de la température qui montre aussi la diminution de ce signal avec la température. Nous avons également montré que ce centre 4 soufre est nécessaire à l'activité, puisque la protéine APO, c'est-à-dire sans son cluster, ne conduit pas à la formation de S2U, tandis que la protéine HOLO, donc avec son cluster, permet la formation du produit. Nous avons également montré, comme d'habitude, qu'à l'ATP, le sulfure et le magnésium sont nécessaires à l'activité, puisqu'en leur absence, nous n'avons pas d'activité. Nous avons produit également les mutants D99A, C102A et D99A, C102A, C149A, c'est-à-dire les mutants dans lesquels 2 ou 3 des résidus catalytiques sont remplacés par des alanines. Nous avons montré que ces résidus ont un très faible contenu en fer-soufre et nous avons également montré que ces mutants ne sont pas capables de catalyser la réaction. Nous avons donc proposé que les 3 résidus, ASP99, cystine 102 et cystine 199, sont les ligands du cluster 4 soufre dans MNMA. Alors, comme je voulais vous le dire tout à l'heure, en fait, en 2003, il y a un nouveau système de biogénèse des centres fer-soufre qui a été découvert, le système SUF. Il a été montré que ce système est nécessaire pour l'activité d'enzymes contenant des fer-soufre labiles dans des conditions de stress oxydant. Donc, nous avons testé si ce système SUF était capable d'apporter le cluster à MNMA, puisque comme on l'a vu, le système ISC n'apporte pas le cluster à MNMA. Donc pour cela, nous avons étudié des souches délétées de MNMA, du système ISC et du système SUF ici, et nous avons regardé leur capacité à faire croître une souche à pH acide. Donc il faut savoir ici, en gris, que lorsque le gène de MNMA est délété, la souche en fait a du mal à pousser en conditions acides. Vous avez ici le sauvage. Donc on voit ici que lorsqu'on délète le système ISC, la souche est capable, mieux que la souche MNMA- de pousser, ce qui indique qu'une partie de la protéine MNMA a été maturée, donc sans doute par le système SUF. Et on voit ici que lorsqu'on délète le système SUF, par contre, il n'y a pas d'effet sur la croissance à pH acide, et donc qu'en absence du système SUF,
la protéine MNMA est donc bien maturée par le système ISC. Donc toujours pareil, parallèlement à notre étude, en fait, il y a une autre protéine MNMA qui a été étudiée, une protéine de la bactérie Thermus thermophilus, qui, elle, possède la signature cystéine, 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 et non pas asp, cyst, comme la protéine d'Escherichia coli que nous avons étudiée. Et il a été montré que cette protéine MNMA de Thermus thermophilus possède également un centre 4 fer 4 soufre. Vous voyez ici le spectre UV visible et le spectre RPE qui est caractéristique d'un centre 4 fer 4 soufre. Il a été montré que ce centre 4 fer 4 soufre dans Thermus thermophilus pour MNMA est essentiel à l'activité et que la mutation des 3 cystéines conservées, qui sont sans doute ligands du 4 fer 4 soufre, ne possède plus, que la mutation conduit en fait à une faible incorporation du cluster dans les mutants et que les mutants sont inactifs. Voilà. Donc du coup, dans cette protéine de Thermus thermophilus, il a également été proposé que les 3 cystéines, dans ce cas, sont les ligands du cluster. Donc on a étudié jusqu'à présent des enzymes de thiolation dans lesquelles le 4 fer 4 soufre en fait liait un soufre qui était utilisé par le substrat pour former le produit. Et dans le temps qui me reste, je vais vous parler d'un autre type de réaction que nous avons étudiée au laboratoire, qui est la réaction inverse, des réactions catalysées par des désulfidases, dans lesquelles, au contraire, le 4 fer 4 soufre va arracher un soufre au substrat pour former cet intermédiaire 4 fer 5 soufre. Donc c'est vraiment la réaction inverse de la réaction de thiolation que l'on vient d'étudier. Alors nous avons étudié une enzyme qui s'appelle la catio-uracile désulfidase, TUDS, qui catalyse la réaction suivante, donc la désulfuration de la position 4 du thiouracile en uracile. Alors comment est-ce que cette enzyme a été découverte? En fait, cette enzyme a été découverte en screenant des gènes qui pourraient complémenter une souche déficiente en uracile, qu'on appelle uracile auxotrophe. Donc pour cela, on va d'abord construire des bibliothèques métagénomiques en isolant l'ADN du sol, en extrayant cet ADN, en le digérant par des enzymes de restriction et en l'insérant dans un plasmide, qui est ensuite utilisé pour transformer la bactérie Escherichia coli, et on isole ensuite le plasmide des clones obtenus. Donc une fois qu'on a ces bibliothèques métagénomiques produites, on va tester cette bibliothèque dans sa capacité à complémenter une souche déficiente en uracile qui pousserait en milieu minimum en présence de thiouracile. Donc en fait, l'idée, c'est que si cette souche complémentée par certains plasmides ici pousse en présence de thiouracile, c'est qu'elle possède une enzyme qui est capable de catalyser cette réaction, la désulfuration du thiouracile en uracile, puisque cette souche uracile auxotrophe est capable de pousser en présence d'uracile. Donc c'est comme ça que ce gène a été identifié. Donc ensuite, évidemment, on extrait le plasmide, on identifie le gène et on purifie et caractérise la protéine. Donc on voit ici que vous avez ici le contrôle ici, donc en absence d'uracile, et ici le contrôle en présence d'uracile. Vous voyez qu'en présence d'un vecteur vide, la souche ne pousse qu'en présence d'uracile. Que lorsque on insère le gène de la thiouracile désulfidase, en fait, la souche peut pousser en présence de thiouracile.
Les expériences initiales de purification de cette enzyme avaient montré en fait un spectre UV visible qui laissait penser à la présence d'un centre 4 fer 4 soufre. Et du coup, l'analyse, en fait, l'alignement des séquences de ces protéines avait montré qu'il y avait 3 cystéines seulement et qu'elles étaient conservées. Et donc, il a été proposé que ces 3 cystéines pourraient lier un cluster fer-soufre qui correspondrait en fait à cette signature spectrale. Et effectivement, il a été montré que lorsque l'on mute ces 3 cystéines, eh bien, la souche n'est plus capable de pousser en présence de thiouracile, et donc que l'activité thiouracile des sulfidases est abolie. Voilà, donc on a réussi à cristalliser cette enzyme, toujours la coloration brune qui montre la présence du cluster. Et les cartes de densité électronique montrent la présence du centre 4 fer 4 soufre lié par seulement 3 cystéines. On voit également dans la densité électronique qu'il y a la présence d'une molécule liée au 4e fer non lié à la protéine, qui est en fait une molécule d'éthylène glycol. Donc la structure montre effectivement que le cluster est bien lié par les 3 cystéines conservées. Vous voyez ici que le cluster est pentacoordonné, le 4e fer du cluster est pentacoordonné, lié à 3 soufres, mais également lié aux 2 oxygènes de l'éthylène glycol. Et dans ce cas, la résolution est suffisante et les cristaux suffisamment solides aux rayons X pour permettre d'enregistrer les cristaux à différentes longueurs d'onde, en particulier à la longueur d'onde du soufre, pour permettre de montrer en fait la densité électronique des soufres dans la protéine. Donc on voit ici que voilà, on voit bien ici les 4 soufres en fait, du cluster. On fait également la même chose pour le fer, pour montrer la présence du fer du cluster. Et voilà. Ensuite, pour essayer de comprendre le mécanisme réactionnel, on a pensé à infiltrer les cristaux de TUDS par le substrat, le 4-thiouracile, dans l'espoir d'obtenir une structure en complexe avec le substrat ou avec le produit. Cependant, en fait, nous n'avons pas réussi à obtenir de densité correspondant à l'uracile dans notre carte de densité électronique. Et on s'aperçoit, toujours en regardant la carte au niveau du soufre, la carte de densité au niveau du soufre, qu'on a en fait piégé un intermédiaire réactionnel dans lequel le soufre se lie au 4e fer non lié à la protéine. Donc en fait, c'est la première fois que, en fait, on démontre l'existence de cet intermédiaire et qu'on identifie la nature chimique de cette petite molécule qui est liée au 4 fer 4 soufre. Pour essayer de comprendre plus le mécanisme catalytique, vu qu'on n'avait pas réussi à obtenir la structure en complexe avec le substrat thiouracile ou le produit uracile, on a effectué une modélisation moléculaire dans lequel on va essayer de docker, un problème de docking qui va permettre de lier le thiouracile dans la structure de la protéine. Et on voit que dans ce programme de docking où il n'y a pas de contrainte du tout de liaison ou de distance entre la petite molécule et la protéine, en fait, le soufre va se lier très proche du 4e fer du cluster. On a les deux modèles avec l'énergie la plus basse sont représentés ici. Vous voyez qu'on a 2 positions du cycle uracile avec le carbonyle vers nous ou vers le fond, mais que ces 2 structures ont les mêmes caractéristiques. Une liaison covalente, enfin une liaison plutôt entre le fer et le soufre, et puis
un empilement en fait, du cycle aromatique de l'uracile avec la tyrosine 18 d'une part et la proline 102 et la sérine 101 d'autre part. Donc pour essayer d'identifier les résidus catalytiques, on a muté les résidus du site actif proche du cluster, donc en particulier le glutamate 45, la sérine 101, la sérine 103, pour essayer de tester leur rôle dans la catalyse. Alors, on voit ici, donc, en bleu, c'est les contrôles avec la protéine sauvage. La première colonne ici, la colonne ici, c'est le contrôle négatif, absence d'uracile. En dernier, c'est le contrôle positif, présence d'uracile. Donc, toujours notre même test de complémentation de la souche qui ne pousse qu'en présence de l'uracile. Et vous voyez ici que, par exemple, quand on mute la lysine 98, vous voyez, donc les mutants, ils sont en magenta. Vous voyez qu'en fait, la souche est capable de pousser comme la souche sauvage. Donc, en particulier, cette lysine 98 n'a pas d'activité dans la catalyse. On voit ici, par contre, que quand on mute le glutamate 45 en alanine ou bien en glutamine, la souche complémentée par ce gène n'est pas capable de pousser en présence de thiouracile. Et donc que ce résidu glutamate 45 est critique pour la catalyse. Il est intéressant de voir que quand on le mute en aspartate, donc en conservant la fonction carboxylate du glutamate, eh bien, en fait, il est capable de pousser en présence de thiouracile. Ce qui veut dire que c'est la fonction carboxylate de cette glutamate 45 qui est cruciale pour la catalyse. Au niveau de la sérine 101, on voit que lorsqu'on la mute en alanine ou en cystéine, il n'y a pas de complémentation de la souche auxotrophe pour l'uracile, et donc que cette sérine 101 est cruciale pour la catalyse. Au niveau de la sérine 103, on voit que quand on mute cette sérine 103 en alanine ou bien en cystéine, en fait, la souche est capable de pousser, bien que moins efficacement ici, en présence de thiouracile. Et donc, ce résidu est moins important pour l'activité. Donc, toutes ces informations, structure, modélisation, mutagénèse, nous ont permis de proposer un mécanisme de catalyse pour cette enzyme. Nous proposons que le soufre du thiouracile, dans une première étape, se lie au cluster via l'atome de fer non lié à la protéine. Qu'ensuite, une molécule d'eau qui est proche du cluster et qui pourrait correspondre à la molécule d'eau que l'on observe en fait dans la structure de l'intermédiaire 4fer5-soufre, pourrait attaquer de façon nucléophile le carbone 4 pour former cet intermédiaire ici. Vous auriez ensuite des protonations de cet hydroxyle pour former l'uracile produit et former cet intermédiaire 4fer5-soufre. Donc il reste en fait ensuite à enlever le groupement HS- ici de cet intermédiaire réactionnel qui pourrait être effectué peut-être par la molécule d'eau qui est proche du site actif. Donc récemment, en fait, nos collaborateurs en Allemagne ont essayé de tester d'autres substrats que le 2-thiouracile et le 4-thiouracile, et ils ont montré en fait que la 4-thiouridine et le 4-thio-UMP donc seraient des meilleurs substrats que notre 2-thiouracile, notre 4-thiouracile. Donc, nous sommes en train de continuer ce travail en essayant aussi de cristalliser maintenant les mutants inactifs, par exemple du glutamate 45, en complexe avec cette molécule 4-thio-UMP pour essayer de mieux comprendre le mécanisme catalytique. Voilà, je voudrais remercier donc les personnes qui ont participé à ce travail.
Récemment, c'est Jingjing Zhu qui a participé au travail sur MNMA et sur la thiouracile des sulfurases. Thiouracile des sulfidases, pardon. Ordena Bimet et Simon Araguin qui ont travaillé sur l'enzyme TTEA et sur l'enzyme NCSA. Ludovic qui nous assiste pour toutes les expériences de diffraction des ions X et qui a énormément contribué au travail sur la thiouracile des sulfidases, et Marc pour son soutien et toutes les discussions sur ce projet. Nos collaborateurs en dehors du Collège de France, il faut remercier l'équipe de Frédéric Barras avec Marine Lénon à l'Institut Pasteur qui ont fait tout le travail de génétique sur la protéine MNMA. Au niveau de la cristallographie, le docteur Legrand à Soleil pour l'aide au niveau de la collecte des données de diffraction. Pour les expériences de PR, nos collaborateurs à l'école de chimie Paris, en particulier Nadia Touati. Pour la spectro de masse, la partie quantification des nucléosides modifiés, le docteur Jean-Luc Ravana à Grenoble, et toute la partie caractérisation des protéines au niveau de leur masse par une technique qu'on appelle le SECMAL, Christophe Velour, donc à l'I2BC à Givres-sur-Yvette. Voilà, merci.